Bonjour à tous. Merci à nouveau. Merci tout d'abord aux modérateurs. Merci à MSD pour cette confiance réitérée et essayer de faire le point sur cette prise en charge du risque lipidique du patient avec un titre proposé, comme d'habitude, par Maya, que je remercie. Et chaque fois, c'est elle qui choisit le titre. Et après, je me dis finalement, qu'est-ce que je fais avec ce titre, ce qui vous laisse le temps de lire tous mes liens d'intérêt. Alors, ne pas attendre, voilà ce qu'il y avait dans son titre, pour prendre les bonnes décisions. Les bonnes décisions, en général, vis-à-vis du patient dyslipidémique, nous sommes toujours un petit peu dans ces trois aspects. Qui est-ce qu'on va décider de traiter ou ne pas traiter médicalement, bien sûr, en dehors des mesures hygiéno-diététiques. Et le point de départ sera toujours le même. C'est finalement, ce n'est pas le taux de cholestérol qu'on traite, ça va être l'évaluation du risque cardiovasculaire. Et vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça, sans doute dans certaines circonstances. Le traitement initial, on vient d'en parler, le cholestérol, c'est un débat permanent, relancé tous les ans à peu près, soit par la télé, soit par des bouquins, etc. Et sans doute que le fait que dans le domaine des statines, on n'ait que finalement des études positives, fait qu'à l'inverse, il faut à tout prix attaquer ce domaine, théorie du complot, où il y a tellement de preuves du bénéfice que c'est sans doute suspect. Et puis, on verra aussi que dans la pratique, ce n'est pas si simple que ça de discuter quel objectif, comment ajuster les traitements, comment surveiller, avec de toute façon toujours cet élément clé, mais qui n'est pas le seul pour le futur, qui est le taux de LDL cholestérol. Alors j'ai essayé de classer un peu des éléments pour vous donner des informations, sinon nouvelles, mais un peu actualisées. C'est quand on a à prendre une bonne décision, il faut que déjà dans sa tête, je sache quoi répondre au patient qui est en train de contester et d'avoir vu Arte, etc. Et c'est ennuyeux si je n'ai pas en tête des données un peu pertinentes, récentes. Et je voudrais vous illustrer deux papiers récents qui me paraissent importants dans ce domaine. Un sur le bénéfice-risque des statines, le deuxième sur ce lien incontestable entre l'abaissement du LDL cholestérol et le bénéfice cardiovasculaire. Pour ceux qui ont le temps, je vous conseille de lire ce dernier papier où le nombre d'auteurs très connus est également très important dans le nombre d'auteurs, qui est sans doute la meilleure revue très récente faisant le point sur le rapport bénéfice-risque des statines. Alors bien sûr, il y a des choses connues déjà, mais il y a une façon de les présenter qui est un petit peu nouvelle, et en particulier, même si ce n'est pas nouveau, il y a ce graphe qui montre bien, pour 10 000 patients traités pendant 5 ans, en fonction de l'intensité de l'abaissement, je baisse que de 0,40 g par litre, ou 0,60 g par litre, ou 0,80, donc intensité du traitement, et en fonction du risque, bas risque, un risque modéré, haut risque, très haut risque, qu'est-ce que je peux éviter? Et vous voyez que si vraiment je baisse fort et que je suis dans le très haut risque, j'évite un nombre d'événements majeurs et que le risque, bien sûr, l'évaluation du risque va être un élément clé pour ce rapport bénéfice-risque. Je vois aussi que même si je traite modérément, c'est mieux que rien déjà de faire baisser de 0,40 g par litre un taux de LDL cholestérol dans le très haut risque, où le nombre d'événements évités sera plus important que dans le bas risque avec une action intensive. Ça paraît évident, on le savait déjà, mais là, c'est très, très bien documenté. Et à partir de ce papier, je me suis amusé de construire cette diapositive. Les données sont dans la publication, qui résume en fait ce que l'on peut éviter, mais aussi les effets secondaires qu'il ne faut pas nier. Et vous voyez que quand on traite 10 000 patients pendant 5 ans par une statine efficace, ils prennent l'exemple de la torvastatine 40 mg, j'évite 1000 événements cardiovasculaires graves en prévention secondaire, ça fait quand même une réduction du risque absolu de 10%. C'est énorme. En primaire à haut risque, certes, 2 fois moins. La mortalité totale, c'est toujours en gros 10% de moins dans toutes les études lipides, abaissement du LDL cholestérol, quand c'était le critère principal ou dans les méta-analyses. Et puis à côté, vous avez les effets secondaires. Oui, il y a environ 50 à 100 douleurs musculaires. Les douleurs sans doute sous-évaluées parce qu'il y a une sélection des patients dans les essais. Mais ce qui est important, c'est que les cas dangereux, sévères, les myopathies, 5 cas sur 10 000 patients, quelques cas de nouveau diabète, oui, on le sait,
C'est bien démontré sous statine, pour des catégories de patients particulières, déjà près d'être diabétiques, je dirais, surtout caractéristiques du syndrome métabolique avec les plus fortes doses, mais c'est un rapport bénéfice-risque et une dégradation en faveur du traitement et une dégradation très modeste. Aussi ressort cette toute petite tendance, mais qui ressort d'avoir quelques accidents vasculaires cérébro-hémorragiques en plus. Et je crois qu'il est bon que l'on ait ça en tête pour l'expliquer aux patients. Peut-être qu'il y a un risque, oui. Et en tout cas, vous regarderez de près ce papier vis-à-vis des événements neurocognitifs. Alzheimer annoncé dans l'émission d'Arte, il n'y a strictement rien, soit dans un sens, soit dans l'autre. Donc on se permet de lancer des termes de maladies qui font très peur dans des émissions alors que toutes les méta-analyses ne nous ont jamais montré le moindre signal. Bien sûr qu'il y a des essais en cours où des taux très bas sont surveillés de près, mais pour le moment, il paraît tout de même scandaleux, comme l'a dit Patrice Darmon, de voir ce type d'annonce dans une chaîne pourtant réputée comme sérieuse. Alors ce type d'annonce qu'a montré Patrice Darmon a quand même des conséquences. Voici par exemple ce qui vient d'être publié sur la conséquence de la publication du livre du professeur Even, qui est survenu en février 2013. Et ce ne sont pas des données des diabétologues, des cardiologues, etc. Ce sont des données de l'assurance maladie. C'est toute l'assurance maladie en France. On regarde les patients qui arrêtent les traitements par statine 2 ans avant et 1 an après la publication du livre. Il y a toujours eu des patients qui arrêtent les traitements. Les 2 années avant, c'était 8,5%. L'année suivante, 11,9%. Et le point inquiétant, c'est que pour les patients coronariens, il y a eu 25% de plus d'arrêts de statine dans l'année qui a suivi la publication de ce livre. Alors, il y a une évaluation en plus du nombre de morts, mais c'est une évaluation, ce n'est pas une donnée réelle. Les Danois ont montré de façon plus précise la conséquence de campagnes négatives avec plus 26% d'infarctus du myocarde et plus 18% de décès cardiovasculaires. Voilà pour le premier papier, pour essayer de répondre à des critiques et à des commentaires. Le deuxième papier qui vient de paraître, qui me paraît important, c'est ce papier du JAMA, qui regarde en fait l'association à nouveau entre l'abaissement du LDL cholestérol et le bénéfice cardiovasculaire. Et dans cette analyse de métarégression, en fait, quand on utilise des statines ou des essais non statines, au moins à une condition, c'est que le mécanisme d'action revienne à épurer des LDL, c'est-à-dire qu'on ait cette upregulation des LDL récepteurs. Bien mon Dieu, ça donne toujours la même chose. Et on a cette droite dans ce papier où il n'y a qu'une catégorie que je ne détaillerai pas beaucoup, mais c'est aligné. Alors soyons modestes, cette nouvelle classe inhibiteur de PCSK9 qui paraît meilleure, attention, c'est baptisé 2 essais, ce n'est pas vraiment 2 essais de prévention. En théorie, dans les essais que l'on attend l'année prochaine, tout du moins pour le premier, on devra à peu près être situé ici, et on verra si on est sur la ligne, si on est au-dessus ou en dessous. Mais en dehors des inhibiteurs de l'ACETP, pour lesquels nous ne savons pas encore exactement quelle sera leur place, eh bien que ce soit statine ou pas statine, quand on enlève des LDL du plasma, pour être schématique, on est bénéfique. Alors, le deuxième commentaire, si on veut prendre en charge un patient, on a des recommandations et il faut un peu s'y retrouver dans l'année 2016, parce que les Américains ont changé leurs recommandations en disant « oh là, on fait marche arrière, on parle des traitements non statines et d'ailleurs on remet des objectifs ». L'Europe fait paraître vers le printemps des recommandations de prévention cardiovasculaire globale avec des termes importants. Vous voyez que le LDL cholestérol, c'est la cause de l'athérosclérose, que là aussi, on dit avec ou sans statine. Et puis le gros document des recommandations lipidiques venant de la Société européenne de cardiologie et d'athérosclérose vient d'être publié et dévoilé au moment du Congrès européen à Rome. Et enfin, un dernier document franco-français qui concerne la Société française d'endocrinologie, de diabétologie et la nouvelle Société française d'athérosclérose. Donc une foultitude de documents où finalement vous allez dire « mais comment je peux m'y retrouver ?» Alors rassurez-vous, on ne va pas les voir dans le détail, il y a des ateliers d'ailleurs qui vont vous illustrer ces documents, mais globalement, il n'y a pas de grosse divergence. Voilà ce qu'il faut dire. Il y a des nuances, oui, il y a des petites différences, mais les messages généraux, on arrive enfin à une uniformisation des recommandations sur le plan mondial. Alors, ça passe par quoi? Ça passe d'abord
et il faut y revenir, par cette évaluation du risque cardiovasculaire global. Et si je reprends les recommandations européennes, qu'est-ce qu'il y a en fait de nouveau dans cette classification entre très haut risque, risque modéré et bas risque? Les éléments nouveaux, c'est que maintenant sont reconnus la présence de plaques, qu'elles soient coronariennes ou carotidiennes, comme un élément faisant passer le patient dans la catégorie très haut risque. Et puis on dit aussi, et c'était une critique, peut-être quand même que tous les diabétiques ne sont pas à mettre dans le haut risque, et en particulier des diabétiques de type 1 jeunes. Mais c'est mentionné dans les recommandations européennes, comme d'ailleurs dans les recommandations françaises. Et les recommandations françaises, en Europe, vous savez qu'on utilise ces chartes SCORE pour les catégories de patients en prévention primaire qu'on n'arrive pas à classer directement. Eh bien, ça y est, en France aussi, on recommande d'utiliser SCORE. Alors certes, on dit si ce n'est pas disponible, on peut prendre la comptabilité des facteurs de risque. Oui, mais ces grilles sont disponibles, donc essayons enfin de les promouvoir. Elles sont utiles, on le verra dans les ateliers. Donc, schématiquement, on va être agressif pour qui? Prévention secondaire, bien sûr, mais est-ce qu'il faut avoir la même attitude pour tous? Alors, vous savez que les objectifs maintenant, d'ailleurs admis, voilà aussi dans les recommandations françaises, on attend le document de la Haute Autorité de Santé pour la fin de l'année, c'est d'être de moins de 0,70 de LDL cholestérol dans le très haut risque, moins de 1 gramme dans le haut risque, avec ces nouvelles catégories qui sont incluses ici. Et donc, ces mêmes objectifs ont été reconnus et acceptés par le document français. Une nuance que n'a d'ailleurs pas mis la France et qui était importante, c'était un point de divergence avec nos collègues américains et qui nous disaient « là, vous n'êtes pas bon, il faut que vous précisiez ce que l'on doit faire ». C'est cette catégorie de patients particulière qui, dans le très haut risque, et en particulier après un syndrome coronaire aigu, se trouve avoir un taux de base de LDL cholestérol sans traitement peu élevé. Et effectivement, si on est juste au-dessus de 0,70, c'est facile d'être à l'objectif. Or, on doit avoir dans le très haut risque une stratégie intensive, agressive, de même que dans le haut risque. Et dans les nouvelles recommandations européennes, je crois que c'est un élément intéressant, lorsque le taux de base est modérément augmenté, il faut réduire le LDL cholestérol de 50% au moins, voilà ce qui est indiqué. Alors bien sûr, si je suis au-delà de ces valeurs, pour atteindre l'objectif, j'aurai réduit de 50%. Donc c'est valable dans le très haut risque et le haut risque. C'est une petite précision complémentaire, mais qui paraît importante. Avec des questions qui restent pour la prévention secondaire. Tous les patients ne sont pas les mêmes, même après un infarctus du myocarde, un syndrome coronaire aigu. Et on le voit bien dans les discussions pour des nouvelles classes de médicaments qui ne sont pas encore là en France, la France restant pratiquement le seul pays en Europe qui n'a pas encore les inhibiteurs de PCSK9. Mais la discussion, c'est pour quelle catégorie de patients on pourra accepter. Et il faut essayer de distinguer des sous-groupes de patients qui seraient peut-être plus à risque. Alors, le raisonnement, c'est de dire, même si je suis en prévention secondaire, j'ai sans doute des éléments cliniques qui me permettraient d'identifier des sous-groupes où là, il faudrait être plus agressif. Par exemple, et c'est des exemples que j'ai pris dans des domaines non lipidiques, et vous voyez qu'ici, c'est une étude comparant ticagrelor et placebo, mais les patients qui, inclus dans l'étude Pegasus, avaient déjà eu un second infarctus du myocarde, quel que soit d'ailleurs le traitement, ont un nombre d'infarctus du myocarde durant l'essai sur 3 ans, beaucoup plus important, au moins 2 fois plus, que ceux qui n'avaient pas cette maladie récurrente. Et puis une autre approche, et là aussi j'ai pris un exemple venant d'un médicament développé par Merck, mais qui n'a rien à voir avec les lipides, qui est le Vorapaxar, eh bien une analyse à partir du groupe placebo de cette étude TIMI 50, la DRA, a identifié 9 prédicteurs indépendants de la récurrence d'un infarctus du myocarde, enfin d'un événement cardiovasculaire, chez des patients qui avaient déjà eu un infarctus du myocarde. Et quand on classe les patients en fonction qu'il n'est pas aucun de ces prédicteurs, ou un ou deux, etc., bien on peut essayer de s'amuser effectivement d'identifier par exemple cette population, donc uniquement 20% des patients après un infarctus du myocarde, mais à 3 ans avec 15% de risque d'avoir un nouvel événement, donc catégorie 5% par an, très haut risque, qui pourrait dire pour cette catégorie, oui, certainement, il faudrait faire plus. Donc, on a besoin de scores, il y en a beaucoup en développement, même en prévention secondaire, pour essayer d'y voir plus clair. Et pour revenir à la partie diabétologique, bien, nos diabétiques en prévention secondaire sont l'exemple même du risque résiduel important. Ici, ce n'est pas le bénéfice du traitement, mais c'est la différence entre les diabétiques et les non-diabétiques
traitez pour le mieux, Atorva 80 ou association Ezetimibe Simva 40, même si j'ai réduit le risque, les diabétiques en prévention secondaire restent une catégorie à très très haut risque d'événements résiduels. Si je passe à la prévention primaire, et pour être bref, là on va traiter en priorité les patients haut risque, très haut risque. Alors je me suis amusé à construire cette diapositive que je ne vais pas détailler, on le verra dans les ateliers. Il y a des petites divergences, ok, mais globalement, on discute sur le diabète, l'insuffisance rénale chronique, les autres, d'ailleurs, c'est pas si clair que ça, parfois de s'y retrouver. Simplement, et d'ailleurs, dans les documents français, je me suis rendu compte qu'on ne parlait pas des diabétiques de type 1, où il n'y a jamais eu de belle étude de prévention. Mais on a cette année la publication de données d'un beau registre, le registre suédois. Et ce n'est pas une petite population, même si c'est qu'un registre, 24 000 patients diabétiques de type 1 en prévention primaire. Vous voyez qu'ils ont, pour ceux qui été traités essentiellement par statine, un suivi moyen de 6 ans. Je reconnais, ce n'est pas un essai randomisé, mais tout de même, quand on voit l'intensité du bénéfice, un diabétique de type 1 avec une durée d'évolution du diabète de type 1 suffisante me paraît être une indication également formelle de traitement par statine. Traitement pour lequel on a des arguments vis-à-vis d'un traitement débuté tôt en prévention primaire, puisqu'on vient d'avoir la dernière publication de la dernière analyse de WOSCOP 20 ans après. Je vous rappelle, WOSCOP, prévention primaire des hommes à haut risque, 50 pravastatine versus placebo, et ces patients ont été suivis en devenir. Voilà 20 ans après, 13% de moins de morts, 21% de moins de décès cardiovasculaires, 27% en décès coronaires. Et vis-à-vis de la tolérance, eh bien, mon Dieu, on peut être que rassuré. Vous voyez, les décès non cardiovasculaires et les cancers, strictement rien. Donc ces données sont quand même importantes à avoir en tête. Et puis, et c'est la dernière partie de mon déposé où je vais passer les 10 dernières minutes, notre rôle, ça avait été d'essayer de cibler mieux le traitement en fonction du traitement initial qui va être le traitement par statine. Alors les messages importants. Quand on donne une statine, tout le monde ne répond pas de la même façon. Ça a été difficile à faire admettre à nos collègues américains, en particulier après les recommandations précédentes, mais on a des données qui nous montrent que clairement, même avec des statines à forte dose, il y a une variabilité de réponse formelle, il y a des bons répondeurs et des pas bons répondeurs. C'est valable sur cet exemple, quelle que soit la dose d'atorvastatine. Et Paul Ridker a accepté de réanalyser l'étude Jupiter en fonction de la réponse au traitement pour rosuvastatine de 20 mg. Ici, vous avez les très bons répondeurs qui ont baissé de plus de 50%, et puis ceux qui ont baissé moins. Et effectivement, en termes de bénéfices cardiovasculaires, c'est directement la réponse qui compte. Alors vous allez me dire, mais je ne suis pas capable de calculer, si je n'ai pas le niveau de base, le pourcentage de baisse. Alors, le pourcentage de baisse, et c'est pour ça que les deux notions sont intéressantes, 50% de baisse est capitale, mais si je ne peux pas le calculer, quand je prends les valeurs du LDL cholestérol en absolu sous statine, je trouve exactement la même relation. Plus le LDL, et ça c'est le LDL sous statine, est bas, en dessous de 0,50 par exemple, c'est bien mieux que d'être avec un taux élevé, même si l'objectif n'est pas encore à 0,50 pour l'instant. Le deuxième message important, et vous allez voir que ce n'est pas mon message, c'est reconnu dans les recommandations, c'est qu'effectivement les étimibes viennent prendre une place beaucoup plus importante, et en particulier chez le diabétique. Alors pourquoi ? On a tout d'abord un mécanisme d'action spécifique. Je vous rappelle que c'est la seule molécule qui nous permet de bloquer l'entrée du cholestérol alimentaire ou biliaire, donc celui que l'on synthétise aussi par cette interaction spécifique avec NPC1 et L1. Et on a eu récemment des données génétiques convaincantes qui nous montrent que des mutations inactivatrices de NPC1-L1 associées à une petite baisse du LDL cholestérol, mais durant toute la vie, sont associées à une réduction très significative du risque de maladie coronaire. Et deuxième papier fondamental génétique de Brian Ferenczi, c'est que si on modélise des patients, enfin on modélise vis-à-vis de la baisse du LDL cholestérol, des patients qui ont la chance d'avoir des polymorphismes qui font qu'ils ont un taux de LDL cholestérol un petit peu plus bas que celui qui n'a pas ce polymorphisme favorable, soit sur l'HMG-CoA réductase, je mime la statine, soit sur NPC1-L1, je mime l'effet de l'ézetimibe, bien mon Dieu, en baissant de 0,10 g par litre le LDL cholestérol dans le modèle, le bénéfice est pratiquement le même. Alors il fallait montrer aussi que l'association pouvait être bénéfique. Il fallait donc trouver des catégories de patients qui ont la chance d'avoir ces deux polymorphismes de façon simultanée. Et effectivement, ici, il y a un polymorphisme mime la statine, un autre qui mime l'ézetimibe. Les patients qui ont les deux, j'ai un effet additif du bénéfice. Donc il n'y avait aucune raison que l'étude de prévention
qui est positive, qu'on verra dans un instant, ne soit pas positive. L'efficacité biologique est confirmée. J'ai ressorti une très vieille diapositive. Oui, on baisse de plus de 50% en associant ezetimibe 10 à torvastatine 10 comme avec la torva 80. Le message étant au départ d'utiliser la statine à la plus forte dose tolérée. Et puis le bénéfice clinique est donc démontré, vous le savez, dans l'étude IMPROVIT qu'on vous a déjà présentée X fois, vis-à-vis de laquelle je voudrais faire uniquement 2 ou 3 commentaires. Vous savez que cette étude est très particulière puisque ezetimibe a été additionné à simvastatine 40 et comparé à simvastatine 40 dans une population de patients qui justement se retrouvent à l'objectif actuel sous simva 40. Et donc on passe en gros de 0,70 à 0,50 par cet abaissement de 24% du LDL, et je dirais on ne gagne que 2% de risque absolu. C'est positif, mais on entend dire que ça fait quand même que 2% de risque absolu. Effectivement, ça ne fait que 2% dans cette population très spécifique, résultat qui est exactement celui que l'on attend quand on regarde la relation entre la baisse du LDL cholestérol et la baisse des événements. Et donc la question c'est maintenant, c'est de dire, mais pour ces patients déjà pas si fréquents que ça, qu'on arrive bien à ramener à l'objectif, est-ce que tous ont le même intérêt à avoir une stratégie plus intensive? Alors là, bien sûr, c'est du sous-groupe, mais il est très intéressant de regarder que dans le sous-groupe préspécifié des diabétiques, la réduction du risque absolu n'est plus de 2%, mais de 5,5%. Donc effectivement, les diabétiques en prévention secondaire vont être vraiment une catégorie de patients très prioritaire pour cette association, c'en est l'illustration. Et puis, d'ailleurs, l'ADA a tout de suite admis en 2016 de dire il faudrait peut-être, pour ces patients diabétiques après syndrome coronaire aigu, les amener à 0,50 et non pas 0,70. Et en utilisant le concept que je vous ai montré tout à l'heure de classer en fonction de marqueurs de risque, c'est la technique qui a été faite à partir de l'étude de Vorak-Paksar, on arrive à identifier cette catégorie de patients où le nombre de patients à traiter devient très bas. Donc oui, il y a certainement des groupes de patients, même avec un LDL déjà à 0,70, pour lesquels ça serait rentable de proposer cette association. Alors, il faut bien voir que dans la vraie vie, on a déjà bien du mal d'être à l'objectif. Et quand on est ici, oui, il faut essayer de trouver les catégories pour lesquelles ça serait le plus rentable, mais que la vraie vie, c'est surtout des patients qui sont loin de l'objectif. Et là, quand je baisse de la même intensité, 25% le LDL cholestérol, de toute façon, là, je dois gagner beaucoup plus et déjà traiter tous les patients qui ne sont pas à l'objectif et particulièrement loin de l'objectif. C'est la raison pour laquelle, dans les recommandations européennes récentes, il y a eu une nouvelle place de l'ezetimibe, donc c'est le changement par rapport aux recommandations précédentes vis-à-vis du traitement pharmacologique. Bien sûr, en numéro 1, c'est toujours la statine à la dose maximale tolérée. Intolérance, bien sûr, il faut faire autre chose, on le verra dans les ateliers. Mais tout de suite après, lorsque l'objectif n'est pas atteint, cette fois-ci, on a indiqué c'est vraiment la place de l'ezetimibe et c'est should be considered, non pas un maybe, dans ces dernières recommandations. Et dans les 2 minutes qui me restent, et j'aurais tenu mes 30 minutes, il n'y a pas que les statines et il n'y a pas que le LDL cholestérol, c'est vrai. Alors la place des fibrates, elle est quand même restreinte dans l'état actuel de nos connaissances et en particulier vis-à-vis de l'association statine-phénofibrate. Les dernières recommandations européennes des lipides disent, lorsqu'on est en présence d'une hypertriglycéridémie, bien sûr, lorsque le niveau de risque est élevé, de toute façon, c'est la statine qui doit rester le traitement de première intention. C'est vrai, mais à condition de ne pas être dans les grandes hypertriglycéridémies. Et de ce point de vue-là, je dirais que le papier français a été plus clair et est plus clair lorsque les triglycérides sont au-dessus de 5 grammes par litre, après mesure hygiéno-diététique, etc., ça reste à la place du fibrate en première intention. Et dans ces recommandations françaises, la stratégie pour l'hypertriglycéridémie est bien détaillée. Mais lorsque l'on a une hypertriglycéridémie modérée, par exemple en prévention secondaire, c'est toujours la statine. Mais par contre, lorsque les triglycérides restent élevés sous statine, en ayant fait pour le mieux par ailleurs, oui, on peut considérer une association statine-phénofibrate. C'est indiqué dans les recommandations européennes et françaises. Et un nouvel essai de prévention va se lancer très prochainement pour évaluer un nouveau, pas exactement fibrate, même si c'est le pémafibrate, mais un peu plus sélectif, un nouveau dérivé. Espérons que cette étude soit positive, car pour la première fois, elle aura en tout cas été conduite, si elle est bien conduite, pour la catégorie de patients pour laquelle on aurait dû faire depuis longtemps l'étude de prévention, à savoir des patients sous statine, bien traités par statine, mais avec des triglycérides élevés, un HDL bas.
Juste une dia sur les oméga 3, les huiles de poisson, avec une grande incertitude, puisqu'au départ promu avec des effets positifs dans ces 2 essais que j'ai mentionnés ici, mais où il n'y avait pas toutes les statines, et en particulier aussi pour les cardiologues, pas tous les traitements antiagrégants, etc. Puis après, avec tous les traitements modernes, 2 essais négatifs, une méta-analyse négative, mais avec des doses d'huile de poisson relativement faibles. Et je voulais vous indiquer qu'il y a donc 2 gros essais en cours, avec des fortes doses, des produits un peu différents, plus purifiés, et nous aurons les résultats assez rapidement, car le premier de ces essais Reduce-It, en théorie, doit être présenté à l'AHA 2017. Donc théoriquement, dans un an, nous devrions savoir si chez des patients sous statine bien traités, gardant des triglycérides entre 2 et 5 grammes par litre, il y aurait un intérêt ou non à abaisser les triglycérides. Alors, ce qui me permet de finir en disant qu'il y a bien sûr encore une place pour le futur. Je ne vais pas parler des inhibiteurs de PCSK9, non plus des inhibiteurs de la CETP. Nous ne savons pas, il faut attendre le résultat de l'étude Merck-Reveal pour savoir définitivement si c'est un intérêt ou pas. Simplement pour dire que finalement, dans le domaine des lipides, où on a le plus de nouveautés, bien sûr les inhibiteurs de PCSK9, mais pour moi c'est déjà presque du passé, le développement est terminé, c'est vis-à-vis des triglycérides. Car de façon très intéressante. Ces dernières années, j'ai mis qu'une diapositive. La génétique nous a montré que non seulement le LDL cholestérol est une cause d'athérosclérose, ça on peut le dire, mais que l'on a de plus en plus d'arguments nous disant que des variants génétiques affectant les triglycérides sont associés à une augmentation du risque, lorsque les triglycérides s'élèvent, le risque cardiovasculaire est élevé. Et en particulier, comme pour les LDL, on dit, c'est le LDL récepteur qui est l'élément capital, tout ce qui agira par une augmentation du LDL récepteur en activité, ça doit être bénéfique. Bien, il semblerait bien que vis-à-vis des triglycérides, toutes les stratégies qui nous permettent d'avoir une meilleure action d'une enzyme qu'on appelle la lipoprotéine lipase sera une action, pourrait être, je dirais, pardon, une action bénéfique. Et il y a beaucoup de molécules en développement. Inhibiteur de l'ApoC3, personnellement, j'y crois pas beaucoup pour des données de tolérance, mais il y a vraiment des données préliminaires passionnantes vis-à-vis des angiopoïétines-like 3 et 4, on verra d'ici 2-3 ans, mais c'est en tout cas un domaine des triglycérides qui va beaucoup nous occuper, ou plutôt mes successeurs, dans les années qui viennent. Donc c'est le LDL cholestérol qui reste l'élément clé pour l'instant. Les statines, bien sûr, et vous avez vu que ce n'est pas si facile que ça de convaincre les patients. Les étimibes est vraiment remonté d'un cran dans la stratégie. Et dans un document récent que je ne vous ai pas présenté ici, où on prend position sur le plan européen vis-à-vis de la place des inhibiteurs de PCSK9, dans le groupe de travail, il y a eu un élément consensuel dès la première réunion. Les patients devront déjà être traités par statine à la dose maximale tolérée, plus ces étimibes. C'est après que l'on envisagera un inhibiteur de PCSK9, ce qui nous réduira beaucoup la fréquence des LDL aphérèses en dehors de l'homozygote, ce qu'il faudrait faire comprendre à nos autorités de santé. C'est un autre sujet. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Non, tu restes là quelques minutes. Merci beaucoup, Michel. Donc merci à vous tous. Il y a des micros dans la salle. On n'est pas chez Arte, donc on peut dire la vérité. On peut poser des questions à Michel Farnier qui fâche. Donc c'est ouvert, donc n'hésitez pas. Donc si je peux commencer, Michel, moi j'aimerais revenir aux recommandations de la Société européenne de cardiologie dans ta catégorie de très haut risque cardiovasculaire, où tu as dit une baisse de 50% si les individus sont avec un LDL cholestérol supérieur à 0,70, ça veut dire que chez certains sujets, à la fin, il y aura des individus à 0,35 grammes par litre de LDL cholestérol. Est-ce que ça, c'est sur des données cliniques prouvées? Alors, c'est effectivement la question importante. La prise de position européenne, qui correspond d'ailleurs à exactement la même prise de position américaine. C'était un point de discussion entre Europe et États-Unis. Les Américains ne se sont pas totalement déjugés cette année, jamais. Ils ont gardé d'abord 50% de réduction, mais en mettant entre parenthèses ou LDL inférieur à 0,70. Donc ils gardent en priorité le 50% et ils mettent après, ils ont remis l'objectif. Nous, on a 0,70 et puis 50%.
Mais donc la position est maintenant la même. D'ailleurs, c'était un élément de discussion entre les Américains et l'Europe. Mais effectivement, ça veut dire qu'on admet que chez ces patients qui ne sont pas les plus fréquents, qui sont par exemple à 0,80 g de LDL sans traitement, il faut les descendre en dessous de 0,40. Pourquoi, après beaucoup de discussions, moi je n'étais pas dans le groupe européen, mais dans d'autres groupes, quand on prend toutes les données de la littérature actuelle, alors bien sûr nous allons avoir des informations encore plus nombreuses avec les inhibiteurs de PCSK9, mais on commence quand même d'avoir une compilation de tous les essais statines où on a des sous-groupes de patients qui sont en dessous de 0,50 et en dessous de 0,40. Il n'y a aucun signal de surrisque qui intervient jusqu'à 0,40. Dans les essais actuellement publiés, statine, ezetimibe et tout ceci, plus bas, je ne sais pas. Nous avons par contre, et le papier va être publié dans quelques semaines, ça a été présenté à l'ESC, fait un papier avec un inhibiteur de PCSK9 sur une cohorte à 2 ans de patients qui sont en dessous de 0,25 et en dessous de 0,15, mais ce n'est que 2 ans, où il n'y a aucun signal qui apparaît. Mais c'est prématuré, très prématuré pour aller le proposer pour le moment. Mais pour le moment, dans le terme du LDL cholestérol, à condition, à nouveau, ça c'est un point, et justement ce papier là, du JAMA est intéressant. Si on synthétise normalement nos LDL, les LDL ont largement le temps de délivrer tout ce qu'il faut comme cholestérol pour réaliser toutes les fonctions de synthèse hormonale, tout ce que l'on veut. Il y a aussi les HDL qui participent. La maladie qui pose problème, c'est la bêta-lipoprotéinémie quand on n'est pas capable de sécréter des LDL. Mais je sécrète des LDL, dans ma tête, c'est mieux qu'elles restent le moins longtemps possible dans le plasma. Donc tout mécanisme en théorie qui fait qu'on les épure rapidement, c'est la conclusion du JAMA. Et moi j'y adhère totalement. A priori, on ne voit pas de limite. Le travail a été fait. Ces LDL n'ont pas de raison de rester longtemps dans le plasma. Dès qu'elles restent longtemps dans le plasma, c'est là qu'elles vont se modifier, s'oxyder, se glyquer, tout ce que l'on veut, et qu'elles vont pouvoir rentrer dans l'intima artériel. Donc, il me paraît, maintenant, moi, si j'ai un patient à 0,40 g par litre, qui tolère bien le traitement, je n'ai aucun argument pour alléger le traitement dans le très haut risque. Aucun argument. Merci, c'est clair. On demande avec Bernard Charmodel si on peut éteindre quelques projecteurs affreux là, qui nous sont dessus. On ne voit pas la salle du tout. Éclairer la salle parce qu'on ne voit pas les participants et nous, ce n'est pas très intéressant. On ne sait pas s'il y a des questions d'ailleurs. Une question ici, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Juste quelque chose qui m'a interpellé dans le bénéfice qui est assez intéressant sur le plan cardiovasculaire. Donc, par contre, dans les facteurs risques, vous avez signalé 5 à 10 AVC. Alors, pourquoi et comment? Alors, la réponse, je vais être très clair, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a beaucoup d'hypothèses. Alors, comme ce sont que des hypothèses, il faut être très, très prudent. Mais c'est un signal qui vaut ce qu'il vaut, hein, mais qui a été retrouvé, il est faible, il a été retrouvé plusieurs fois, pas toujours significatif. Pierre Amarinko a en particulier essayé de regarder dans l'étude de Sparkle, où il y avait ce signal, quels étaient les éléments qui pouvaient prédire ce surrisque modeste, mais existant, d'AVC hémorragique. Et ce que Pierre Amarinko a retrouvé, ça remonte à quelques années, c'est, alors, comme attendu, c'est premièrement les quelques patients qui, un peu par erreur, avaient été inclus dans Sparkle alors qu'ils avaient déjà eu un AVC hémorragique. Voilà. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait, deuxième élément, les patients qui avaient eu au cours de l'essai Sparkle un très mauvais contrôle de leur pression artérielle. Et par contre, ils n'avaient pas retrouvé de relation entre le taux bas de LDL cholestérol et le risque d'AVC hémorragique. Et ceci a été confirmé dans les diverses méta-analyses. C'est la première chose qui a été regardée. Et cette association ne ressort pas avec le taux bas. Donc la raison exacte, on ne la connaît pas. Il faut être honnête, on ne la connaît pas. J'ai encore vu un papier dans le TGV en venant, donc, où il y a des arguments génétiques disant qu'effectivement, il faudra être prudent vis-à-vis d'un éventuel risque d'AVC hémorragique par certaines stratégies qui feraient que les LDL récepteurs ne seraient pas... Oui, pardon. Une question là-haut, question rapide tous les deux, là, et réponse aussi rapide. Alors je vais être plus bref.
Philippe Berne, Pareil Monial, Saône-et-Loire. Que faut-il faire lorsque l'on a un HDL bas, 0,25, 0,30 par exemple? Il faut traiter de façon beaucoup plus agressive le patient vis-à-vis de son risque et d'abaisser le LDL, à condition que l'HDL bas dans la famille, j'ai une notion que ça soit associé à un risque. L'HDL très bas, c'est très compliqué, de même que l'HDL très haut. Vous pouvez avoir un HDL à 0,10 ou 0,20 et n'avoir aucun risque, et avoir un HDL à 0,25, comme vous l'indiquez, et être très à risque. Et là, pour revenir clinicien, médecin, je regarde déjà dans la famille ce qui se passe. J'ai plein d'accidents cardiovasculaires, c'est sûrement un problème. Si j'ai pas d'accident cardiovasculaire, ça peut être des HDL qui fonctionnent, excusez le terme, à fond la caisse, et qu'il n'y ait pas de risque. Donc souvent, il faut demander avis, je dirais. C'est compliqué, un HDL bas isolé. Un HDL bas isolé, c'est ce qu'il y a le plus compliqué, de même qu'un HDL cholestérol très élevé isolé. Ça peut être aussi dangereux. Mais c'est un autre sujet qu'on n'avait pas aujourd'hui. Dernière question ici devant. Là. Je pense qu'il a répondu, c'est la même question que vous allez poser. Bon, donc une autre question. Janine Dassonval du Pas-de-Calais. J'avais une question sur l'introduction des statines chez la personne très âgée en prévention secondaire. Quelle est votre position ? Alors, comme indiqué d'ailleurs dans les recommandations américaines et aussi européennes, il faut baisser les doses. J'ai ce message souvent à mon ami Yves Cotin de Dijon. Lorsque le Japonais en Bourgogne fait son syndrome coronaire aigu au mois de juillet, ça arrive, je lui recommande d'éviter ce qui s'est fait dans le passé, de mettre 80 mg d'atorvastatine à la grand-mère de 80 ans. Voilà. Donc une grand-mère 80 ans qui fait son syndrome coronaire aigu, il est prudent de lui mettre 10 à 20 mg d'atorvastatine plutôt que 40 ou 80. Mais il n'y a pas de raison en théorie de ne pas la mettre sous statine. Il faut une petite dose de statine et regardez TNT, le sous-groupe des femmes âgées, la petite dose suffit largement. Donc être prudent chez le sujet âgé, oui. Et surtout chez la femme âgée. Surtout chez la femme âgée. Merci, merci Michel. Je préfère d'ailleurs le mot vieille dame âgée à celui de grand-mère. Et merci pour cette très intéressante discussion. Et donc on va...